Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour ces entretiens de la revue Poésie, qui sont donc les derniers de cette année 24. Oui, je vous le rappelle. On se reverra l'année prochaine, et puisque un petit problème technique, je vais enlever l'image, une seconde, que vous avez dans mon dos, qui est l'image de la couverture du numéro 190, numéro 190 auquel sont consacrés ces entretiens. Et l'image que vous avez dans mon dos est une image de Louis Roquin, c'est la trompette marine, dans le numéro 190, organisé par Camille Bloomfield. Vous trouvez un dossier consacré à Louis Roquin, qui est mort en 24, et aussi un texte de Louis Roquin, enfin une œuvre, un dispositif à la fois musical et visuel. Donc j'enlève le visuel 2 secondes pour pouvoir m'adresser à vous plus librement. Le numéro 190, donc, qui est composé pour l'essentiel de poèmes, mais aussi d'une section intitulée Exil-Asile, et aussi d'un très beau texte dont on parlera dans un instant d'Adrian Nichols, repose pour l'essentiel sur un dossier auquel Gilles Bataillon a porté une forte main, intitulé Claude Lefort, 1924-2010, dans lequel on trouve, grâce à Gilles, 2 inédits très importants de Lefort, un texte de Patrick Hochard et un texte de Laurent Génie. Les raisons pour lesquelles la revue Poésie tenait à célébrer l'œuvre et la pensée de Lefort dans son numéro 190 sont trop évidentes pour que j'y insiste aujourd'hui. Célébrer le centenaire de sa naissance, ce n'était pas simplement se tourner vers le passé, mais relire son œuvre au présent. Et dans l'éditorial du numéro 190, Claude Mouchard, qui fut un des plus proches de Lefort, rappelant la revue Passé-Présent, qui avait été écrite par Lefort, souligne, je te cite un instant, Claude, « Passé-Présent, on pourrait réentendre indéfiniment ce couple de mots du passé qui ne passe pas, comme on a pu le dire, des plus monstrueux événements du XXe siècle, ceux dont on croit sentir revenir en Europe, en France, de sinistres effluves, mais aussi du passé généreux, qui donne, qui du moins peut le faire, par la force du travail de l'œuvre. Lefort nous redonne du passé libre de s'ouvrir dans le présent, à jamais actif, du travail de l'œuvre. Triple est ce présent par lequel nous, à la revue Poésie, nous tenons à l'œuvre de Lefort. C'est d'abord le présent de sa pensée et de son œuvre, mais c'est aussi évidemment celui de ce que sa pensée et son œuvre ne cessèrent de pointer. La fragilité nécessaire et comme vitale de la démocratie, construite sur une colonne absente ou sur un vide qui ne cesse d'appeler toutes sortes de remplissements, parfois grotesques, souvent effrayants, toujours stupéfiants. Mais c'est aussi, bien sûr, pour nous, le présent d'une œuvre qui n'a cessé, sous l'égide de Merleau-Ponty, d'entrelacer la réflexion sur le politique et la méditation sur la littérature, sur ses formes, sur ses auteurs, sur ce qui ne cesse de se jouer dans l'écriture. Dante, Michaud, Solzhenitsyn, Orwell, Rushdie furent ses auteurs, à côté des auteurs du XIXe siècle. Et il n'y a rien pour nous d'étonnant à chercher ce point où Michel de Guy, qui emportait la poétique vers la politique, a croisé Lefort, qui a emporté si souvent la politique vers le poétique. Passé, présent, démocratie, littérature, ce sont aussi ces rythmes dont la revue organise la rencontre ou le choc, dans des ralentissements et des accélérations qui sont ceux de l'invention des formes et des œuvres, des formes de vie politique et des formes du langage. Notre revue tente, à la mesure de ses forces, de contribuer par la création à l'expérience, sinon de l'être, comme aurait dit Merleau-Ponty, du moins du présent douloureux qui est le nôtre, présent, souvent asphyxiant. La rencontre d'aujourd'hui va essayer de tisser l'œuvre de Lefort avec des questionnements de poètes d'aujourd'hui, et cette poésie qui, vous allez voir, vibre aujourd'hui, eh bien, elle est, comme souvent dans la revue, plurilingue, pluriforme, sans ligne directe, sinon la ligne qui nous mène à ce que la poésie essaie de formuler. Donc ça sera un entretien très riche. Prenez votre respiration, accrochez vos ceintures. Et d'autant plus qu'en marge, ou entrelaçant les voix que vous allez entendre, on entendra en plus
des poèmes de Jacques Reda, qui est mort le 30 septembre 2024, et nous tenions, comme par goutte ou par rafale, à rendre hommage à ce poète prolifique qui compte, vous le savez, plus d'une centaine de livres, et qui publia dans le premier numéro de la revue, dans un échange de lettres, où l'on retrouvait à ses côtés Lionel Rey, Jacques Garelli, Henri Méchonic, Laurent Gaspard, Jacques Roubaud et Jude Stéphan. Pas une femme. Si Reda a publié 4 fois dans la revue, c'est pourtant la première lettre qui vient de très loin, puisqu'elle est de 77, que je voulais citer, un tout petit extrait de cette lettre. Voilà ce qu'écrivait Reda. « Adorable automne, voilà de nouveau ta lumière. Qu'elle ne scintille pas sur des clous coincés entre les dents pour fermer d'avance le couvercle. Fais qu'elle s'éternise, pour nous tous, encore un instant. Et que l'inconcevable temps, qui pourtant n'existe qu'à peine, s'étale en un flot monstrueux d'espérance et d'amour. Ou si peu que ce soit, il me semble que je m'élève. Non ? J'appelle François Cornière. Bonjour, merci pour cette invitation. Ce poème est un prologue, alors c'est pour ça que j'imagine qu'il va servir de prologue inadéquat à la séance qui va suivre. Il s'agit du prologue d'un projet poétique en cours, une exploration des vertus dites cardinales. Il emprunte ce prologue, son argument, son image à un prosimètre allégorique du XVe siècle, Les lunettes des princes de Jean Méchineau, où l'on voit Dame Raison apparaître en rêve au narrateur pour lui offrir une paire de lunettes symbolisant, objet d'avant-garde au XVe siècle, symbolisant les dites vertus cardinales. Quand il se réveille, les lunettes ne sont plus là, et à la place, il y a un livre qui contient 4 poèmes consacrés à ces vertus. L'épigraphe vient également de Méchineau, mais elle est retouchée d'après Lautréamont, qui est lui-même retouché pour l'occasion. S'y regardait environ moi, et ne trouvait, ne vit aucune autre chose être demeurée fort une. Je m'aperçus que j'avais 2 yeux au-dessous du front. M'étant dernièrement retiré, débarrassé de tout ce dont je m'étais volontairement embarrassé ou prétendu tel, et m'étant réassorti par là en je, déclaré libre, chauve et rouge à l'antérieur de la tête, n'expirant que par provision inadéquate, torsion sexagénaire du squat, chambre des bleus prédit à l'âme, meublé d'impair commis ou non, équivalence adoptée comme un coussin par une chaise. L'heure obtenue, balai d'aiguilles tournoyantes, m'emmaillotait le fort d'éveil et de sommeil, oscillation du crânio-cervicum, quand ne m'apparut personne. Et puis, entre l'œil et ce vide, un tombli de taches floutées, rayures, éraflures, égarées sur l'ardoise par interférence d'un film ancien, crayeux, voilé. Si l'habitude passe à travers le salissant, l'insolite le cristallise. Ce quasi-phénomène fut vite inexpliqué, m'était poussé, sorti non d'un étui, mais du néant, une paire d'obsolètes lunettes. Un pont sur l'os nasal, sur cartilage auriculaire écarquillé, 2 branches, et face au va-et-vient des cils, le fondu enchaînant d'un rotoscope usé. Le tout sans induction d'une occasion, ni déduction d'un désormais, comme si je, nu, vêtu, assis, debout, gisant sur mon fatras d'analogiste, les portais, ces intruses, ab ovo, et qu'elles m'eussent appris à me voir naître, ramper, mourir, à vérifier l'ubiquité de ma forme en versifiant l'indifférence de leur matière,
ivoire et corne, littérature. Dur plastique et fin métal, réalité. De leur style, gracieuse, criarde, pressant mes tempes, piquant du nez. De leurs vers, organiques et minéraux, épais et minces, ronds et oblongs, concaves et convexes, pour presbytes et pour myopes. Fait de hasard fêlé, calligraphiant le contour d'une innocence et balafrant d'ombre sa damnation. Voilà ce qui s'appelle un monde, tant bifurque et abonde ce mien champ de vision. Or, il n'aura donné que soi et moi, n'exhibant rien qui n'y loge déjà. D'écrire n'est pas d'écrire, rien n'est saisi, fuyant, tant que l'œil focalise, tant qu'il se flatte d'inventorier son habitacle en habitant son ignorance, le trou de mémoire qui perce, échancre, excise les paupières du masque. Mais si vers fantastique il y a, c'est l'à-coup du double take qu'ils infligent plutôt. L'attention trébuche à côté d'elle-même, au cercle inaperçu de ce qui passe pour son centre, un autre centre lasse, moins celui des étoiles fixes, anamorphose de leur éclat, que son contraire, l'anneau que laisse, en s'évasant, le rebut d'un vignotage, à la limite que l'onde atteint en s'épuisant le bord du cratère. Face au feu qui ocella telle page de Klein et cerne encore la lecture de ses cendres, irrésolu s'avère pourtant mon dessillage. À peine s'est-il amorcé que je lui trouve un mot d'excuse, un mode d'emploi de Moleskine ou autre texture aisée, un alphabet grossi et dérandomisé, un glossaire, un index. Or, rien de tel n'est lu du bout réel, ni ne s'écrit du bout réel des doigts. Rien n'est filmé pour mes beaux yeux par les lentilles dont ils rêvent. Or, le fantôme d'un présumé choc à la rétine, comme d'une éclipse apposant un peu partout son halo calciné. Halluciné, dopé à l'encre forte, à l'élixir de la croyance, on le raconte. De là à se raconter, pour que se mire l'incident dans l'incendie. Quand le puits de verre ardent photographie, l'enfance se revoit flottant sur le goudron de l'anecdote. Par exemple, l'Ardèche, l'été où rougeole, livrait mon corps ruisselant à la voracité circulaire, non de lunettes, mais de ventouses, à d'asphyxiants bisous qui mâchuraient la peau. Si l'actuel appareillage ne mord plus, ne guérit guère, le verre dit « crown » à la transparence mortuaire. Observer, c'est obscurcir. Ou éclaircir, à grand renfort d'idées, l'image est là puisqu'elle l'est, fiction. Donc depuis qu'elle l'est, régression, familière aux chronologies de la vie chronophagique. Ou d'impression, époustable au fin chiffon de l'approbation, caprice, Saint-Jean méthode. L'expérience corrige à vue, l'accord par l'abandon, péremptoire pour ainsi dire. Le verre en est cassant, fragile en soi le verbe. Un vieux carreau n'est pas une porte d'entrée. Certi, rien ne sert d'en faire crier les gonds, en moi non plus, où grince le silence. Fortuite optométriste, éludant la pause, l'apparition se verrait mal greffer ma bouche aux choses à leur cécité pour l'équiper d'avis, d'aveux, d'aventure. Il suffit qu'une tête tourne pour qu'elle tourne et que chavire le paysage entier. Mais si l'image est peu disante, elle n'est panoramique à aucun degré, loin des 360 promis au cou de qui se croit hibou. Et si je m'y arrête, si le chantier de mon regard traîne, ces débris et déblais dessinent une sorte de disque, oui, nous l'avons vu, disons un rond, excavé au fusain faute de perspective, sans horizon ni atmosphère qui happe à la patinière en simulant l'air. La terre est plane, 2 dimensions,
découpé au chalumeau. 2 chances de tromper l'espace, afin que l'œil s'humilie, qu'au lieu d'envahir l'aspect, d'y protubérer en décrétant et sensible et accessible la profondeur, il s'autopsie. Ces besicles sans poids n'existent que pour lui. Quel clou et des clous. Anticyclope, si à Mary je demande ce que j'ai sur le nez, rien de spécial. Or les grumeaux de l'ornery vieil âge, or le vrai visage que j'ai attrapé sans m'y reconnaître, au sens où l'on reconnaît mal son enfant dans un mauvais dernier roman. Et vous pouvez lire le prologue de François Cornillat dans le numéro 189 de la revue. J'appelle à la fois Claire Buchbinder et Claire Pollian. Et donc on va d'abord entendre un poème de Jacques Réda, lu par Claire, et ensuite les poèmes lus par Claire. Vous avez compris? Claire, tu es là? Bonjour, je vais vous lire un poème de Jacques Réda tiré du recueil La Tourne de 1975. Brusquement, il se peut que l'un d'eux brusquement se dresse et rougisse, croyant qu'on l'a nommé. Puis il s'apaise et considère sans bouger les chaises, les sureaux pressés entre la vitre et la glace du ciel qu'il voudrait voir tomber. Et les voix de l'autre côté reviennent, restent prises dans l'épaisseur des murs appuyés à l'été, tout l'été au dehors qui halète dans la poussière comme un grand chien noir, noir et bleu. Merci. Jacques Réda, lu par Claire Pollian. Claire Buchbinder. Merci. Je vais vous lire un tout petit conte yiddish de la Première Guerre mondiale, parce que je pense qu'il introduit bien les 2 poèmes qui suivront. Alors, lorsque les premières salves de la Première Guerre mondiale furent tirées, le tribunal céleste se réunit pour déterminer qui serait le vainqueur. L'ange de la Russie posa tout l'arsenal militaire de Krupp sur la balance afin de montrer ce que l'Allemagne s'apprêtait à larguer sur des innocents. Avec calme, l'ange de l'Allemagne posa seulement 2 clous russes sur l'autre plateau. Les clous firent basculer la balance. Il s'avéra qu'ils avaient été utilisés lors du pogrom de Kishinev. Ainsi fut décidé le dénouement de la guerre. Alors c'est l'ironie amère de ce conte des années 10. Je trouve qu'elle illustre très bien celle d'Aaron Glantz Leyeles, dont je vais vous lire 2 poèmes des années 30. Nuit de Moscou, fin décembre 1934. Dur d'être futé ces dernières nuits, et ça n'aide pas d'être moderne. Ça n'aide pas de sourire d'un air entendu et mélancolique aux impostures langagières de l'histoire. Le gouvernement de la République est confié aux mains d'un empereur. Une vieille lune sale s'immisce chez moi par la fenêtre et m'étrangle d'une main froide. Elle halète, elle écume au-dessus de moi. Pour qui te prends-tu à vouloir rectifier les comptes du monde, à t'emporter quand l'un de tes jouets d'enfant est cassé? Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu un pauvre rêveur en Palestine se révolter et geindre « Justice, amour », puis appeler à l'aide une sorte de petit père là, chez nous, dans le ciel. Pas plus tard qu'hier, un attroupement d'individus de chez vous s'est ridiculisé autour d'une gamine en pierre, une torche brandie à son bras, et ça se pressait, clamait avec enthousiasme « Fraternité, égalité, raison ». Et maintenant, tu me fixes depuis ton oreiller chiffonné, de tes yeux secs et ardents, tu réclames une réponse? Étonné qu'une de tes icônes soit sortie de son cadre, cadre lui-même éclaboussé du frisson encore chaud d'Abel. Tu veux peut-être t'enquérir plus haut, auprès des étoiles? Vas-y, comme vous, idiots de poètes, aimez à dire, écoute leur chant. Tu entends quoi?
Prête attention, prête bien attention. J'ai écouté, j'ai entendu et voulu hurler mon tout dernier cri formidable pour moi et pour toute la création. Mais la main de la sorcière sur mon cou, la froideur de la sorcière dans ma gorge. Qui a dit que la pitié n'était pas un fondement du monde ? Pile à cet instant, le calendrier a fait un clin d'œil complice à la vieille, et elle est partie avec lui comme de rien. Mon cou s'est détendu, mais muette ma langue, encore plus muette. 17 février. Le royaume de Fabius Lint. Quelques caisses fermées. Comme par une incantation régulière, toujours la même, les caisses s'ouvrent tout grand pour laisser sortir ces journées d'une maison avec un numéro à une deuxième maison avec un numéro. Tout autour, les bruits d'une métropole. Roues, rails au-dessus, rails, roues en dessous, en profondeur, dans un tunnel. Une fois que Fabius Lint s'est défait des bruits, restent des miettes de couleur, des taches de sonorité, un masque hétéroclite d'agitation et de confusion. Il arrive que d'un éclair surgisse une clarté à l'image d'une Notre-Dame tant désirée, d'un plan précis de l'Empire State, d'une centrale électrique sur le Dniepr. Autrefois. Les autrefois sont tailladés à l'aveugle par les tessons qui lui tombent en zigzag sur la tête. Sa tête en plein milieu de la chute, du fracas. Et lui-même sur le côté, au bord. Puis il est tout enveloppé de nuit. Tout n'est plus que chimère, élucubration pour lui, tour de passe-passe et masque de la mort. Merci beaucoup. Vous trouvez les poèmes d'Aaron Glantz-Leyeles traduits par Claire Buchbinder sous le titre « La Madone du métro et autres poèmes » dans le numéro 190. Maintenant, j'appelle Jean-Patrice Courtois pour lire un poème de Jacques Réda. Et puis, en même temps, je demande à Camille de venir avec Samuel Deshaies et Guillaume Marie. On va vous laisser nos places, et puis Laurent et moi, et ensuite on les reprendra. Jean-Patrice Courtois. Je vais donc vous lire un poème de Jacques Réda tiré de La Tourne. Également, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers livres, Amen en 68, jusqu'à La Tourne 75 et Récitatif au milieu. C'est le début d'un jeune poète. Et dans le poème que je vais vous lire, particulièrement poème du mouvement, vous entendrez, je l'espère, une sorte de cavalcade du vers, mi-sage, mi-folle, adjointée à un piétinement d'adjectifs et une ponctuation hérissée. Un jour où dans le jour quelque chose de jaune traînasse et aillonneux, jaune et vrai, par à coups arpente le jour et nage à grands pas furibonds sur les carrosseries, humant bas dans le gaz encore une bonne fumée en bois et aillonneux, bon, de plus en plus jaune et vrai, furibond, bas, vite à travers la boue et des fourrés, devant quand on passe le pont, comme vers des prairies. Possesseur d'âme et de vermine sourde, j'oubliais, sourd et bas et vite, et gris dans la cisse de l'être, qui bute, qui s'éploie, aillonneux, sourd et bon, colère et vrai, jaune mais gris, foncé, houleux avec secousse, hoquet, arrachement, loque dans sa lessive, à moi l'enjambée, l'irruption loin, au-dessus des toits, en plein dans le pays sans toit ni borne, qui se déplie. Bonjour. Je voudrais présenter, avant de leur laisser la parole, 2 poètes qui nous ont fait don de leur texte pour le numéro 189 et le numéro 190. Donc Samuel Deshaies, Guillaume Marie. En quelques mots, je vais essayer de tenir le temps qui nous est imparti.
Samuel est né en 1978, Guillaume en 1979. Ils ont presque le même âge. À l'échelle du monde, ils viennent presque du même endroit. L'un est né à Lisieux, l'autre à Coutances, deux villes situées en Normandie. Cette terre fertile en poètes, puisque c'est là aussi qu'est né Raymond Queneau. Coïncidence, je ne crois pas. Ils se rencontrent à l'université de Caen. Ils font ensemble des ateliers d'écriture, des soirées où ils écrivent, où ils s'échangent, on l'imagine presque sous le manteau, des textes de Loulipo. Plus tard, ils développeront une amitié avec le poète Jacques Jouet, ici présent, et qu'ils lisent depuis longtemps et avec qui ils vont aussi écrire bientôt. Ils ont en commun l'amour du vers, de la forme poétique fixe, un goût de l'humour, de la supercherie littéraire, parfois dans sa version la plus élaborée, on va le voir, mais aussi des textes du patrimoine auquel ils ont été formés, ou, devrais-je dire, du poutrimoine, comme on le lit sur le site du collectif Pou, le collectif fondé par Guillaume Marie. Ils se nourrissent donc de références qui poussent de ci, de là dans leurs textes, comme autant de champignons plus ou moins reconnaissables. Leur première publication commune, Ça écrit quoi, est parue en 2019 aux éditions Lanskin. C'est le début d'une longue série d'œuvres signées à deux. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette rencontre à trois voix, du coup, cette co-écriture. Donc une œuvre signée à deux qui se développe en parallèle d'une œuvre individuelle pour chacun. Pour Samuel, notamment, en 2021, un recueil de sonnets qui s'appelle Sonnets, poèmes confinés, qui est paru chez Lanskin, journal de confinement dans lequel la contrainte formelle permet de s'échapper, au moins mentalement, de l'enfermement réel. Festival de formes, on y trouve des doubles sonnets, des sonnets farcis, des sonnets irrationnels, et aussi de contenu, des morceaux véritables du quotidien, truffent les textes, des ready-made saisis au supermarché, des infos, des nouvelles, des instants lyriques. Guillaume aussi publie beaucoup de son côté, parfois avec d'autres co-auteurs, comme Alcar Isséol dans Le Réveil d'Hugo, nos éditions Derrière la salle de bain en 2022, mais aussi bien sûr seul, un roman aux éditions Bouclard, Les Watters du Château en 2022, où à la veine poétique se mêle une veine érotique et fantastique. Et plus récemment, Je vais entrer dans un pays, qui est paru aux éditions Corti, donc en 2024, et qui a reçu le Grand Prix SGDL de la fiction, qui est une vie du saint et pèlerin Benoît Labre. Et ce livre nous fait découvrir une autre facette plus épurée, plus mystique de l'œuvre de Guillaume. Alors, j'ai moi-même rencontré littérairement Guillaume Marie et Samuel Dehaye par un petit livre paru aux éditions Pou en 2022 qui s'appelle La Mort Victoire, un petit livre vraiment jubilatoire, caverneux, aussi caverneux que joyeux, atypique dans le paysage poétique contemporain, inspiré de la poésie médiévale. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Villon. Un petit livre qui met en scène la voix d'outre-tombe d'un homme dont le cadavre traverse Paris pour être mis au tombeau. Et pendant sa traversée, il écrit des vers. Mais ils ont aussi écrit ensemble, et ça a été publié aussi chez Lanskin, ça a été publié chez Lanskin en 2023, La fin du monde, un étonnant chant prophétique, apocalyptique, aux formes poétiques décomplexées, tout à fait jouissif, où on se gorge d'anachronismes, on passe aussi d'une forme poétique à l'autre, sonnets, sextines, versets, ou des nouvelles, on joue avec les formes de la narration. Enfin voilà, il y a une grande liberté dans ce texte qui est extrêmement satisfaisante à la lecture. Alors, tout de suite, pour vous donner la parole, après avoir un peu parlé, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur votre rencontre, puis votre parcours, en fait, comment vous en êtes venus à écrire ensemble? Parce que cette œuvre, vraiment, cette œuvre à deux voix, c'est assez original, assez rare. Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Est-ce que ce micro marche? Bon, eh bien, en fait, on pense qu'on a commencé à écrire la première fois qu'on s'est vu, en fait, qu'on l'a fait directement. Donc, en fait, nous, ce qui m'étonne, c'est que des gens n'écrivent pas à deux ou à trois ou à quatre, en fait, parce que ça me semble plus simple, beaucoup plus simple. Il y a Pierre-Michel Menger qui explique que pour être un auteur est maniaco-dépressif. C'est-à-dire qu'il a la partie maniaque où il va aller chercher de l'imagination et puis une partie dépressive où il va contrôler. Et ben nous, on le fait à deux. On est un beau spécimen d'auteur maniaco-dépressif. Et on change de rôle comme ça de temps en temps. Ça permet de... Vous écrivez je crois, avec différents supports aussi. Vous échangez des messages parfois. Enfin, comment ça se passe concrètement, en fait, la coécriture? En fait, on a deux coécritures. On a une coécriture où on écrit ensemble, où on a des projets commun et on peut intervenir sur le vers de l'autre, dans la phrase de l'autre, complètement avec une grande liberté, où on se dit assez vite ça c'est nul, ça c'est bien, ça il faut qu'on aille ailleurs, etc. Et l'autre façon d'écrire, c'est côte à côte.
c'est plutôt une façon parallèle où, pareil, on a des projets plus ou moins communs qu'on peut rassembler, mais on écrit sur une trame commune. Voilà les deux façons d'écrire ensemble. Et ça permet aussi de lutter contre l'anxiété et l'angoisse de la page blanche, je crois. On peut rigoler, même à deux peut-être, on peut ce qui est sûr, se rassurer. On s'est rencontrés à l'université de Caen en 1997, et c'est vrai que dès la première soirée, en tout cas, on a beaucoup parlé poésie, sans doute on en a écrit, mais on était un peu peut-être la caricature d'étudiants en lettres, c'est-à-dire qu'on fumait du shit et on parlait beaucoup de poésie. Mais contrairement à beaucoup de nos camarades, je crois, c'est qu'on n'a jamais cru que l'inspiration tomberait du ciel comme la pluie normande qu'on connaît bien. Et donc, en fait, on a très vite pensé qu'il fallait qu'on élabore des trucs qui étaient de l'ordre, effectivement, du jeu, pour ne pas arriver avec un stylo devant une page et dire « viens ». Et donc, et c'est souvent dans le dialogue, tous les deux, et peu à peu, sans plus fumer de shit du tout d'ailleurs, qu'on s'est mis à écrire de la poésie comme ça. Mais cette position sur l'inspiration, elle me fait tout de suite penser à Loulipo. Moi, c'est aussi quelque chose, un amour qu'on partage, disons. Est-ce que vous connaissiez à ce moment-là les travaux de Loulipo? C'est quelque chose qui est arrivé après? Vous avez été, on sent en tout cas qu'il y a une inspiration dans certaines de vos œuvres. Ça a été plutôt une rencontre. Moi, dans le cadre de mes études, j'ai fait une partie de mes études, un petit mémoire sur Raymond Roussel. Et assez vite, ensuite, je m'en souviens qu'on a lu assez vite Jacques Roubaud. Jacques Jouet est venu assez vite après. Et je m'en souviens que c'est Samuel qui m'a dit il faudrait que tu ailles voir du côté des romans de Queneau. Voilà, donc assez vite. Ensuite, la poésie de Roubaud, on peut dire qu'elle nous accompagne depuis 1997, depuis qu'on... Oui, c'est ça, les œuvres d'abord, les classiques, enfin comme des étudiants de lettres qui découvrent peu à peu la littérature et qui donc voilà et explorent. C'est vrai qu'on est un petit peu, peut-être un peu monomaniaque, c'est-à-dire que quand on a mis une main dans l'engrenage, après on a tendance à les fouiller. Alors le collectif, il se manifeste chez vous pas seulement par ce travail à deux, mais ça s'élargit aussi, je crois, avec le collectif Pou. C'est un collectif qui a été fondé par Guillaume, mais dont fait partie aussi Samuel, qui a été fondé en 2007 à Rennes, je crois, avec Alcar Isséol, Claire Arago. Vous nous racontez ça dans un texte savoureux qui s'appelle « Pou, naissance, relation parfaitement authentique de la soirée du 15 septembre 2017. Et de fil en aiguille, quand on cherche, on voit que ça s'est vraiment élargi. Il y a un site internet qui s'enrichit d'un sous-titre « Littérature et bestioles ». Il y a une 50aine de membres, en tout cas c'est ce qui a marqué pour avril 2024. Ça devient une maison d'édition qui publie plusieurs collections. Il y a des auteurs, des autrices majeures dans ce collectif comme Claire Arago, dont il est dit dans l'ouvrage d'hommage qui lui est rendu que sa personne elle-même fait figure de mythe, ce qui met un petit peu le pouls à l'oreille sur la véracité de son existence. Bref, pouvez-vous nous en dire plus sur ce collectif Pou? En fait, vraiment ce qui s'est passé avec Samuel à l'université était vraiment important, en tout cas pour moi. Mais je pense pour nous deux, c'est-à-dire vraiment une forme de fraternité d'écriture, enfin de stimulation, c'était vraiment important. Et puis il y a un moment, Samuel a passé le CAPES, moi j'ai suivi une autre voie, et on s'est un peu séparés. Et Pou, en fait, a représenté l'occasion de recommencer, de réinventer une forme de laboratoire expérimental et amical. Avec aussi, on avait beaucoup lu depuis, chacun justement de son côté, donc on a remis un peu en commun. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Ensuite, ce qui est vraiment très drôle, c'est que Pou, je l'ai fait comme ça, vraiment sur une blague, une totale blague. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, ça a pris la place de choses comme si c'était pas des blagues. Il suffisait que j'ai fait le premier ouvrage de Pou, c'est une petite BD que j'ai fait vraiment en 3 minutes. Et j'ai signé ensuite Édition Pou. Et les gens disaient « Ah, tu fais de la BD ?» Mais non, j'ai fait n'importe quoi dans ma cuisine. Et « Ah oui, tu as monté une maison d'édition ?» Pas du tout, en fait. Et les gens commençaient à m'envoyer des manuscrits. Donc, en fait, il y avait un côté performatif de se déclarer comme ça. Et moi, ça m'arrangeait bien aussi de me protéger
derrière ce collectif en disant bah voilà, je n'arrive pas tout seul dans ce champ. Ça m'évite aussi ce côté d'être un auteur comme ça qui arrive. C'était aussi sympathique d'avoir finalement un pseudo-collectif. Oui. Et en effet, il y a beaucoup de gens qui participent à ce collectif. Alors juste peut-être avant que vous lisiez, un petit mot sur les textes que vous avez présentés dans la revue. Donc parmi vos références communes, il y a Lautréamont, il y a l'Oulipo, on l'a dit, mais il y a aussi beaucoup le Moyen-Âge. Et c'est ce qu'on perçoit dans les chants de la Seine que tu publies, Guillaume, dans le numéro 189. Et dans les rondeaux, dans la traduction en français moderne que tu présentes, Samuel, des rondeaux du Voirdie de Guillaume de Machaut dans le numéro 190. Alors peut-être vraiment en un mot, ou en deux, je ne sais pas si c'est possible. Peut-être, Guillaume, tu veux... je savais que j'allais vous confondre à un moment. Guillaume, peut-être tu veux dire un mot des chants de la Seine, et juste sur d'où est venu en fait ce projet, l'initiative de ce projet. En fait, nous avons un ami, Arsène Kans, qui organise un festival à Duhem en Bourgogne qui s'appelle le Festival des Deux Fleuves. À cette occasion, le projet poétique planétaire organise des campagnes où il faut écrire, il y a une invitation de plusieurs auteurs à écrire un poème par jour et à l'envoyer par la poste à des gens qui reçoivent donc, la contrainte poème. Là aussi. Et donc nous participons avec Samuel depuis quelques années à ces campagnes. Il s'avère que là, cette année-là, il y avait donc 24 poèmes à écrire du 1er août au 24 août. Et moi, c'est quelque chose qui me terrorisait. Et comme souvent, un de mes moteurs a été l'anxiété. Et donc j'ai cherché un groupe de poèmes de 24 textes. Et je suis tombé sur le texte des Carmina Burana, utilisé par Karl Orff, parce que le corpus est plus vaste, mais Karl Orff a extrait 24 poèmes de cet ensemble du XIIIe siècle, de poèmes d'écoliers et de laïcs, voilà, écrits en ancien français, en ancien allemand et en latin. Et donc j'ai décidé de suivre le corpus choisi par Karl Orff, où je lisais un poème par jour. Et je m'en inspirais, je prenais juste un mot, soit une sonorité, soit un refrain, etc., ou soit je m'écartais complètement. Ok, merci beaucoup. Et toi, Samuel, sur la traduction de Guillaume de Machaut, en vers compté et rimé, tu t'es lancé dans un défi assez fou. C'est ça, en fait, c'est simplement parce que j'écoute la musique de Guillaume de Machaut, en fait, et qui est encore très très présente. Et je me suis rendu compte, en essayant d'avoir accès aux textes, qu'ils étaient finalement assez peu accessibles. Il y a une édition qui existe en français moderne, de Paul Hams, qui a été coordonnée et révisée par Jacqueline Cerchiglini-Toulet, et qui n'est pas en vers. Et du coup, moi je trouvais ça injuste que la musique soit aussi présente et pas les textes. Et je me suis dit que déjà la traduction en prose était déjà faite, donc je pouvais pas tenter. Et donc je voulais la mettre en vers compté et rimé pour essayer de rendre un peu la musique. On va l'entendre tout de suite. Peut-être tu veux commencer, puis ensuite tu continues. Donc, je vous lis quelques rondeaux. En fait, le livre, il est constitué entre autres de pièces lyriques que s'échangent le poète et la dame qui l'aime. Et donc, je vous lis une sélection de rondeaux qui sont dans le numéro de poésie. Celle qui jamais ne te vit et qui t'aime sincèrement, de tout son cœur te fait présent. Contre son gré dit qu'elle vit. Elle ne peut te voir souvent, celle qui jamais ne te vit et qui t'aime sincèrement. Comme de toi tous, ils ont dit du bien très unanimement, tu l'as conquise, oui vraiment, celle qui jamais ne te vit et qui t'aime sincèrement, de tout son cœur te fait présent. Toujours la dame. Je suis celle qui, jour et nuit, a pour désir te voir, de l'angoisse affranchir ton cœur. Cela seul me conduit. Nulle autre envie n'a celle qui, le jour, la nuit, te voir désire. Et les douleurs de ton martyre, très bien je puis et saurai toutes les guérir. Je suis celle qui, jour et nuit, a pour désir ton cœur de l'angoisse affranchir.
Quand tu m'appelles ton amour, je dois t'appeler mon amour, car pour moi c'est un grand honneur que tu m'appelles ton amour. C'est parce que d'amour mon cœur est rempli que je dis, mon cœur, quand tu m'appelles ton amour, je dois t'appeler mon amour. Si mon feu brûle, mais le tien s'éteint, la joie est hors d'atteinte. Dame, à mort le désir m'atteint, si mon feu brûle, pas le tien. Mon cœur brûle, pâlit mon teint, mon ardeur ne peut être éteinte. Si mon feu brûle, mais le tien s'éteint, la joie est hors d'atteinte. Ce à quoi la dame répond: l'amour qui en mon cœur se tient, ami, ne peut jamais s'éteindre. Il est dans mes pensées, sans fin. Ton amour en mon cœur se tient. Nulle chose autant ne m'atteint. Toujours grandi, jamais n'est moindre. L'amour qui en mon cœur se tient, ami, ne peut jamais s'éteindre. Alors le dernier. Miracle, il ne s'est pas brisé mon cœur en te voyant partir. Un tel mal ne souffrit jamais. Miracle, il ne s'est pas brisé. Longtemps mon regard te suivait, mais tu disparus pour finir. Miracle, il ne s'est pas brisé mon cœur en te voyant partir. Peut-être je peux préciser que ce travail vraiment incroyable fera l'objet d'une publication, on peut le dire, en 2026 aux éditions de l'Hurlure. Je vais vous lire la dernière section des Chants de la Seine. Le jour, j'ai peur de la nuit j'ai peur du jour. Donne-moi un baiser, chevalier. La nuit, la bière est une fête. Le jour, j'ai mal à la tête. Donne-moi un baiser, chevalier. Le jour, j'aime le visage de mes amis. La nuit, je ne veux voir personne. Donne-moi un baiser, chevalier. La nuit, j'ai la flemme de vivre. Et le jour, j'ai peur de la mort. Donne-moi donc un baiser, chevalier. Ne rougis pas de me faire rougir, chevalier. Il est si bon d'être troublé par autre chose que du bon vin. L'amour te rend léger comme un cidre, chevalier. Regarde donc par ici et laisse-moi te séduire. Il est si bon d'être un peu ivre, chevalier. Faisons remplir à ras nos chopes et trinquons tous les deux. Faisons du bois une chambrette, lit de fougères, coussin en mousse, jeu de bouche et de main, où les ondines et les ondins, les chevriers, les chevaliers, jeu de main et de bouche, les belles dames avec des biches, les garçons mentent, les filles pient, jeu de bouche et de main. Faisons du bois une chambrette, toit d'aubépine et murs de ronces, jeu de main et de bouche, où tout se chauffe, où tout prend l'eau, où tout s'inonde, où tout prend feu, avec la bouche, avec les mains. Mon esprit ne sait pas choisir entre le calme et le plaisir, entre ruer et obéir. Je prends ce qui me vient aux yeux, ton air de faune un peu joyeux suffit pour me rendre amoureux. Salut, beau roi des bois, prince aubépine, doux lys. Salut, sève des chênes, piquant d'ortie, roi menthe. Salut, courant de Seine, grand pissenlit, pommier. Salut, granger sauvage, faune et ondin, dieu lune. Dansons, l'été s'en va, dansons, le temps descend. Voilà un temps de fin d'été. Allons nous baigner dans la Seine. La loi commune est que les feuilles vont commencer à décliner. Dansons à deux, mon chevalier, brûlé d'amour et si joli. Dansons, tant pis si s'enflammer, c'est entrer dans l'état de cendre. Buvons encore beaucoup de vin, et tout le cidre, et puis la bière. L'automne est prêt à dégainer, mais nous, pas à nous rhabiller. Dansons à deux, mon chevalier, brûlé d'amour et si joli. Dansons, tant pis si s'enflammer, c'est entrer dans l'état de cendre.
Mêlons les corps et les orties dans une ronde un peu piquante. Je vois pousser les champignons, tomber la pluie, bientôt septembre. Dansons à deux, mon chevalier, brûlé d'amour et si joli. Dansons, tant pis si s'enflammer, c'est entrer dans l'état de cendre. Merci Camille. Il est rare que les entretiens de poésie nécessitent une telle régie sur scène. C'est le maximum qu'on puisse faire. J'appelle Eddy Cadour. J'apporte ici le salut de la République royaume de Rhédasie, dont Jacques m'avait nommé ambassadeur extraordinaire pour le sud de la région parisienne. Je devais cette distinction au fait que je le ravitaillais très régulièrement en boîtes vides de caprices des dieux, à l'aide desquelles il fabriquait des maquettes de cuirassés des années 1900, dont nous allions très sérieusement également acheter l'accastillage au salon de la maquette et du modélisme, quand celui-ci se tenait encore porte de Versailles. Ces années ont passé. Je vais lire un poème un peu inattendu de Jacques, qui date au fond d'une période un peu militante de l'existence de Jacques, et qui s'intitule « Matin d'octobre ». Lev Davidovitch Bronstein agite sa barbiche, agite ses mains, sa chevelure hirsute. Encore un peu, il va bondir de son gilet et perdre ses besicles d'érudit, lui qui parle aux marins de Kronstadt, taillés dans le bois mâle équarri de Finlande, et guère moins sensible que les crosses des fusils qui font gicler la neige sale. Il prêche, Lev Davidovitch, in s'époumonne alors que sur le plomb de la Neva, lentement, les tourelles du croiseur Aurora vers la façade obscure du palais d'hiver se tournent. Quel bagout, quel ciel jaune, quel poids d'histoire sur les ponts déserts où parfois ronfle une voiture aux ailes hérissées de baïonnettes. À Smolny, cette nuit, les barbes ont poussé, les yeux, brûlés par le tabac et le filament des ampoules, chavirent, Pétrograd, devant ton crépuscule, ton silence, où là-bas, au milieu des laitons appliqués et farouches, Lev Davidovitch prophétise, exhorte, menace, tremble aussi de sentir la masse immobile des siècles basculer sans retour, comme les canons sur leur axe, au bord de ce matin d'octobre. Et déjà, Vladimir Ilitch, en secret, a rejoint la capitale. Il dormira plus tard, également grimé dans un cercueil de verre, immobile toujours sous les bouquets et les fanfares. Cependant, Lev Davidovitch agite sa tignasse, rattrape son lorgnon, un peu de sang, un peu de ciel mexicain s'y mélangeront le dernier jour, si loin de toi, boueuse octobre délirante au vent des drapeaux rouges.
Voilà. Derrière vous, vous avez Michel Deguy et Hawksmery, que je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Puisque c'est la première fois qu'on a la chance de vous accueillir sur scène, ici, aux entretiens de poésie. Hawksmery est une figure majeure, peut-être la figure majeure de la traduction de la poésie américaine du XXe siècle. Il a contribué de nombreuses fois à la revue, 3 fois par des textes en première personne, mais aussi évidemment par un grand nombre de traductions. Et il avait contribué aussi au numéro, vous vous en souvenez, qu'on avait consacré à Michel Deguy, à la mort de Michel Deguy. Vous nous aviez donné un texte. Oui, oui. Nous, on s'en souvient, 180-182. Hawksmery est aussi un poète important, j'indique faille, trace. Et aujourd'hui, s'il est là, c'est avant tout pour nous parler d'un poète qu'il a traduit, connu, et dont il a été l'ami. Et comme c'était aussi un ami de Michel Deguy, il a accepté de revenir sur cette relation. Il s'agit de Nathaniel Tarn, dont je vous montre ici 2 traductions par ses soins. Les belles contradictions aux éditions Grège, et puis un merveilleux volume sur les fleuves de la forêt aux éditions Vif. Et d'ailleurs, vous pourrez à la fin des entretiens acquérir ce volume. Mais peut-être, Hawksmery, on pourrait commencer par Tarn. Oui, cette photo me fait plaisir aussi de la revoir. Ah oui, Tarn, très bien. On sortait, la photo précédente, on sortait de ce lieu illustre qui s'appelait le restaurant L'Acropole, rue de l'École de médecine, qui est maintenant fermé, qui est devenu une ruine quasiment. Vous avez choisi l'autre photo aussi de l'Acropole, non? Oui. Elle est très bien aussi, celle-là, parce que c'était une belle réunion, je trouve, très bien, oui. Parce qu'on s'était retrouvé avec Yves Dimano aussi, qui est mon éditeur. Et là, on était assez joyeux ce jour-là. On a dit un peu de mal de Saint-Jean-de-Perse, par exemple. Bien. Et puis, c'est Michel Deguy qui avait choisi le vin, du rouge crétois. Et puis, qu'est-ce que je veux dire aussi? Et puis, à un moment donné, dans la discussion, je ne sais pas à quel propos, il s'est mis à nous réciter toute une page de La Jeune Parc de Paul Valéry, qu'il connaissait par cœur. Voilà. Très bien. Bien, là, c'était ça. C'était à l'Acropole, justement, ça. Le vélo, par contre, les vélos, j'en ai connu plusieurs, des vélos, puisqu'il y en a certains qui ont été volés. J'ai fait des photos du vélo, uniquement du vélo. Là, cette photo a été prise aussi, je ne sais, vers Mabillon. Ça fait une vingtaine d'années, non, pas une vingtaine. Là, c'est assez curieux, parce que Tarn me regarde et n'aimait pas se faire photographier, en fait. Et Deguy pense à autre chose, là. Il y a toujours eu des petits frottements. Justement en raison du fait que j'ai connu d'autres amis les poètes américains, Clayton et Shellman en particulier, Kenneth Koch, qui a été publié dans l'Extrême contemporain, que j'ai traduit. Il y avait même un mort, Walt Whitman aussi. Et puis on n'a jamais pu arriver à faire un volume sur Nathaniel Tarn. Voilà, c'est devenu impossible à un moment donné. Et là, voilà, très bien, c'était le jour de la mort de mon chat. Ça. Voilà. Les relations entre Deguy et Tarn étaient assez tendues parfois pour des raisons. Je peux faire quelques anecdotes. D'abord, nos discussions fréquentes avec Michel Deguy, chaque fois qu'on se voyait ici, c'était sur, évidemment, les relations entre l'ethnologie et la poésie, puisque Tarn était un représentant des deux, et qu'il y avait parfois conflit entre les deux pratiques, enfin, du moins fantasmé, ce conflit. Et puis également, il y avait le problème de la cigarette. Il était question un jour de faire le couple Tarn et le couple de Deguy devaient faire un voyage en Inde, et à un moment donné, Deguy a allumé sa cigarette et Tarn est allé à 15 mètres. Voilà, donc le voyage ne s'est jamais fait. Quoi d'autre aussi, des choses comme ça. Bien. Tarn avait une dent un petit peu contre Deguy, parce que Deguy m'avait expliqué souvent qu'il y avait des problèmes financiers à la maison de Belin. C'était assez difficile de faire ce bouquin. On avait réussi à faire les autres, mais pas celui-là. Bon. Et donc, Tarn ne comprenait pas pourquoi Deguy ne voulait pas, alors que Deguy n'y était pour rien, tout simplement. Voilà. Alors, parmi les poètes qui ont
devancé le mouvement de l'ethnopoétique en France, évidemment. Il y a tous ces poètes américains, Oui. dont De Guay était proche, Oui, oui. Rothenberg et Tarn. Ben, ceux que je mets à égalité, c'est évidemment Tarn. C'est Tarn qui a inventé le mot. Et c'est Rothenberg qui l'a plus exploité, à mon avis, sans vouloir médire, évidemment. Et alors, dans le texte que vous nous avez donné pour le numéro 189, donc d'hommage à Nathaniel Tarn, qui était si proche de Michel de Guy et de la revue qu'il faisait partie du comité, vous avez précisé, avant de traduire un magnifique poème de Nathaniel Tarn, un peu la spécificité de cette ethnopoétique de Tarn. Vous pouvez en dire un mot, peut-être ? Oui, ben, lui-même était un disciple de Lévi-Strauss. Petite anecdote aussi, il était un peu amoureux de la femme de Lévi-Strauss quand il était étudiant, de la deuxième femme. Voilà. Et donc, évidemment, il est dans cette lignée-là. Mais d'autre part, comment dire, ce sont les écrivains voyageurs en particulier qui ont conduit Tarn sur son chemin propre, par en particulier Ségalen. Il a traduit les stèles, du moins pas en partie, mais sa traduction est magnifique. Il a traduit Neruda aussi, il s'est intéressé beaucoup à Vallejo, puisqu'il parlait parfaitement l'espagnol, évidemment. Et puis... Pardon ? Il parlait bien français aussi. Ah ben oui, forcément, puisque Tarn était d'origine franco-belgo, anglo, et lituanienne, ou je ne sais plus, voilà. Oui, pendant un certain nombre d'années, on s'envoyait le résultat, le compte-rendu de nos différents voyages, en particulier au milieu des années 90. Il avait fait un voyage qui, pour lui, était sans doute très important, c'était d'aller retrouver le nom de ses ancêtres dans les cimetières juifs des pays baltes. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce que j'ai fait du texte, d'ailleurs, il faut que je le retrouve. À la même époque, moi, c'était la Namibie, la Chine, des choses comme ça. Et ce qui m'avait fait plaisir, c'est qu'à l'époque, Tarn me disait que je faisais partie de la demi-douzaine de personnes avec qui il pourrait avoir ce genre d'échange. Voilà. Est-ce que vous voulez nous lire quelques poèmes de Tarn ? Alors, quelques poèmes. Autre anecdote aussi concernant Tarn, très intéressante, ce qui faisait l'admiration de Guy, c'était la maison de Tarn sur les hauteurs de Santa Fe, en face de Taos. C'est un des derniers voyages qu'on ait fait avec Tarn en voiture. Los Alamos, de l'autre côté de Santa Fe, dans les collines, il y a Los Alamos. Très intéressant, Los Alamos, tous les arbres sont en train de crever et tous les cerfs sont contaminés par la première explosion atomique qui a eu lieu dans le coin. Voilà. Il faut savoir ça. Tarn, à la fin de sa vie, voyait crever ces arbres, les entendait crever. Voilà. Bien, on y va ? Oui. Oui, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas me tenir debout. Donc, bien, je vais vous lire justement un extrait, pas entièrement. J'ai fait un choix un petit peu particulier d'un peu tout. Oui. Oui. Les belles contradictions, je commence par ça, parce que ça, c'est le volume, en quelque sorte, inaugural de Tarn devenu américain. Et à l'époque, à la fin des années 60, il vivait encore au Pays de Galles. Mais la situation de la poésie anglaise lui paraissait désastreuse. Et un jour, il a décidé de partir, de devenir américain, poète américain tout simplement. Et sous l'influence en particulier du poète, celui qui a provoqué le choc émotionnel et la décision, c'est la lecture du poète écossais MacDiarmid et du poète américain Charles Olson, dont je suis le malheureux traducteur. Les poèmes de Maximus, c'est moi, 900 pages, épais. Et puis, il va y avoir une réédition aussi, bientôt. Bien, alors, commençons par les belles contradictions. Je ne vous lis pas le premier poème en entier, parce que serait un peu long. C'est le poème inaugural, dédié précisément à la mémoire de Charles Olson et de Hugh MacDiarmid. Alors, excusez-moi, il va m'arriver de déraper de temps en temps quand même. Cessez de travailler dans l'ombre, la lumière étant contre nous, sans plus être concernés par le destin de chaque élément particulier. Nous débattons pour émerger de ces vêtements qui nous emmaillotent, puisque le problème est de tout aimer sans perdre son tranchant, du particulier, ses usages, au général, ses usages. Travailler dans la lumière nue avec allégresse, extrême allégresse. Et une fois l'expérience engagée, la mener à son terme, de sorte qu'il n'existe plus les moindres frontières accréditées.
le cœur comme l'esprit d'accord sur les solutions minimales nécessaires à tout individu pour vivre sous un toit, pourvu véritablement d'air, de nourriture, d'eau, de temps dont user, à travailler dans la lumière, la joie, la dureté, l'acuité du diamant. Car c'est un mythe, on le sait, que le désir dissout tous les obstacles. On n'a jamais vu qu'il ait en quoi que ce soit dissolu des montagnes, et le feu le plus violent qu'on puisse imaginer en eût-il fait fondre une. Néanmoins, une autre se lèverait précisément au même endroit, et le paysage aurait même apparence qu'auparavant, parce qu'il n'est aucune fin à la production et la destruction des montagnes. Voici donc la discipline requise de nous maintenant, que nous ayons ou non une chance de succès. Nous n'avons pas d'alternative, il faut tenir le monde entier pour notre mère, puisque personne ne peut prétendre posséder rien de permanent, ni ancrer ses racines en quelque lieu particulier, ni n'utiliser d'autres mots que ceux de langues empruntées. J'arrête ici, le poème est beaucoup plus long, donc voilà, très bien. Merci. Ensuite, je vous ai choisi, pas par vanité, mais parce qu'il me plaît, il se trouve qu'il m'est dédicacé, c'est tout. Peur de la mort, mais d'un autre. Ce n'est pas une peur, bien qu'il soit en train de perdre la tête, bien que ces mots se bousculent l'un sur l'autre si vite que nulle idée ne parvienne à se former complètement. Et la coulée s'en va à la dérive vers les morts et l'épuisement de toute signification. Ce n'est pas une peur, parce qu'il n'est rien qui soit à craindre nommément. C'est un tremblement, une guerre dans les nerfs, fils électriques en feu dans le cerveau, atteignant à l'idée, mais ne parvenant jamais là où l'on pourrait dire « Ah, voilà, ça y est, elle brille, elle éclaire, l'étoile, vers laquelle je n'ai cessé de voyager, dont j'ai vu la lumière, même si elle est née avant ma naissance. » Il est fou. Difficile de dire qu'il est fou, car définir la folie véritable n'est pas de tout repos, mais ça. Le fait de rater le rien qui puisse être nommé, retenu, changé en l'étoile, ou en image de l'étoile, souvenir même ou symbole, n'importe quoi qui soit mémoire de cette étoile, voilà qui est terrible. Construire des temples, des observatoires, comme si l'architecture tentait de s'élever elle-même, et lui, tout à son babil, venu de quelque part, derrière là où nous sommes, retour à l'arché, le mot grec, arché, le commencement, d'où le logos, perdu, entretient et nourrit le tremblement, comme si on allait vous annoncer quelque chose comme un cancer, et que toute vie se dissolvait, comme le crabe avait emporté mon amour dans la mer, sous le plus profond rocher, l'avait étendu, comme on gît sur son dos, pour se faire désosser. « Ne te fais pas de mauvais sang, dit l'ami. Il n'est pas au nombre des vivants, lui, le babilleur. Ces gens avec qui j'ai travaillé, il chantait. Il est parti chez les Bao, autrement dit les morts. Et il parle déjà avec, on est aimé, d'un amour que nous ne savons pas. » Là, un poème dédié à Michel Deguy, le début, une section du poème, il y en a une dizaine, qui s'appelle « La selle de Jonas », biblique. À qui est la voix divine qui est maîtresse des baleines sur l'autre versant du vent du matin? Gaspillant le savoir, le rappeur pourrait en faire don, afin de ne pas prêter l'oreille à d'autres savoirs que celui de cette voix. Il y a eu à l'évidence un mariage en dessous de cette ceinture. Analyser ce que veulent dire ces baleines quand lui parle seulement de chevaux, traduire chevaux en baleines, divine cavalcade de sabots d'eau. Ne rien pouvoir faire de plus en cette compagnie mêlée que faire passer une cassette de paix de Neptune, bénédiction divine. Les baleines glissent au vent du matin et sur 1 millier de pages de transcription modulent sa respiration, caressant les vagues de la lagune. Les anciens dieux s'attellent à leurs affaires quotidiennes, sautent du lit en se mouchant entre leurs doigts, rassemblent les baleines pour chanter en chœur sur la crête de la vague, là où la mer accueille Sant Ignacio. Ô toi, vieux prophète, avalé par notre grand poisson, le poisson de l'Empire, fais que ta glorieuse voix se transforme en lumière, baise les lèvres de la femme au-dessous de sa ceinture, dans l'odeur de l'eau qui glisse, loge ta langue dans le lieu de ta naissance, pour écouter ton répertoire. Là, voilà. Est-ce que ça ne vaut pas le détour? Bien. Où en sommes-nous? Revenons en arrière. Les derniers volumes de Tarn sont extrêmement importants.
Il y en a un qui s'appelle Hölderliniana sur Hölderlin. C'est moi d'ailleurs qui lui avais procuré un bouquin dont il avait besoin, que certains d'entre vous doivent connaître, une biographie de Hölderlin par Son Berthaud, voilà, magnifique. Et puis les autres, c'était... Enfin, bon, il était revenu sur son... Alors là, un poème tiré du volume Les Perséphones. Ah, autre point aussi, des anecdotes toujours, ce qui intéressait beaucoup Michel de Guy chez Nathaniel Tarn, c'était sa bibliothèque. Je peux vous dire que la bibliothèque de Tarn, c'était l'équivalent de cette pièce. On marchait sur les livres. Michel de Guy appelait ça le bunker. Tout le monde appelait ça, entre nous, le bunker, sur les hauteurs de Santa Fe. Quand il s'est installé à Santa Fe, il n'y avait rien, ni personne. Maintenant, la ville est en train de monter la colline. Bon, passons. La 9e Perséphone. Une citation au début en français. « J'ai quitté toute ma terre. » Elle entre dans l'obscur, sort des fleurs, entre dans les machines chantantes qui l'écrasent en grinçant, la porte dans la terre à sa demeure légitime. Ayant parlé dans le monde, au-dessus, avec le roi de lumière, avec l'image de celui qui reçoit les nombreux, c'est-à-dire l'ensemble des morts, Pluton, ça veut dire le riche en nombre, de celui qui reçoit les nombreux, devenu lumière, ses conversations étant toute sa paix, sa gratitude, tout sont dus à ce qui reste de la saison, les vieux modes, les sérénités, les fondations de son trône, dans le royaume des enfants nés et non nés, la fierté de sa mère au milieu des iris, les fontaines faites de gens qui avaient pleuré leur vie en quête de bonheur. Ce qui est quoi ce bonheur? Ce qui est quoi cette possession? Possession de soi, possession de l'autre, possession des choses. La réunion de quels bienfaits, de quelles idées, de quelles visions de ce qui devrait advenir, les rivages intérieurs, prendre l'instant de la vision dans la fleur, le sexe de la fleur, poser parmi les abeilles, l'industrie du miel, se maintenant encore et toujours démanteler sur ces rivages, rien que la conscience de la conscience, la décision d'être exactement dans le royaume de lumière, cette récitation de l'ici, en aller parmi les machines chantantes qui écrasent et grincent, et les anciens avec leurs anciens chants. 2 poèmes de plus. Je vais vous lire un extrait de la première architecture, qui est un poème en prose qui avait été publié dans la revue il y a un certain nombre d'années. Poème en prose, ça m'a toujours plu de traduire ça, c'était extrêmement dense. N'est-ce pas la fin maintenant? N'est-ce pas ainsi que tu rentres chez toi, comme si tu ne rentrais pas, comme si tu t'arrêtais enfin là, pour manger de cette nourriture tout le temps maintenant? Et quelle nourriture? Les graines de l'amarante, les graines du pavot, ou les graines de l'œillet d'Inde, quelque chose d'intolérablement semblable à ça, et tu irais te contenter de demeurer là pour toujours, sans rien à te dire à toi-même dans cette langue neuve, ce roman que nous tentons ici d'épuiser, ou dire pour toi-même, nous raconter inlassablement en détail ce que c'est que notre époque veut savoir, qui est maintenant si près de sa fin, sans avoir jamais trouvé les mots pour dire ce qu'elle avait à dire. N'est-ce pas la vérité maintenant? Que nous n'avons plus idée d'où nous sommes, que l'art ne sait plus où il en est, que l'art se répète à l'envi, que la cité doit être abandonnée à son grand âge, une ville d'une sorte inédite surgissant à son flanc, destinée à exploser dans ce siècle qui met tant de temps à se manifester, à manifester l'imbrication particulière de l'environnement avec l'implantation humaine et de l'implantation avec le milieu, si bien que nous avons à la fin, quoi donc, une histoire déjà dite, un récit en construction, si bien que tu t'interroges, jetant un œil par toutes les fenêtres des morts, venant à chaque fenêtre l'une après l'autre, écartant les rideaux, linceul débordant des yeux des fenêtres, fouillant du regard dans ce vide, essayant d'établir les contours de la cité nouvelle. Mais l'angle de vue est toujours mauvais, les nouvelles constructions échappent au regard, sortent du champ de la perception. Et tu te demandes, qu'est donc cet être très pâle? Sommes-nous cet être-là? Ce fantôme presque? Qu'est-ce que cet être qui tente de s'élever si lentement dans les hauteurs? Et est-ce elle qui est en passe de réussir à nous le fabriquer? Avons-nous déterminé si c'est bien elle? Est-elle en train de faire ça? Ou est-ce un ça? Ou bien un il? Ou bien est-ce elle qui fait ça? Ou nous? Va-t-elle parvenir à ces hauteurs? Se lève-t-elle là pour nous dire quelque chose à nous? Est-il vrai qu'à la fin, elle rentre chez elle? Rentre-t-elle chez elle? Est-elle chez elle? Est-ce elle qui est là sur notre flanc, fixant maintenant son regard vers le bas dans la direction opposée,
fière de s'être ainsi exaucée elle-même jusqu'à atteindre cette stature à l'improviste, d'avoir fait sortir quelque chose de soi et de toi pour t'inclure dans ce scénario. Un de plus, c'est tout, c'est parfait. Bien, j'ai choisi là parce que, évidemment, c'est ce qui nous rapprochait aussi avec Nathaniel Tarn. C'est un poème alors je ne sais plus dans quel... oui, c'est le livre sur l'Amérique, section Amérique, sur la ville de Gloucester, dans le Massachusetts, où habitait Charles Olson, évidemment, qui l'a chanté dans les chants de Maximus. Ce qui nous a rapprochés avec aussi Nathaniel Tarn, c'est le fait qu'il a écrit un livre concernant une statuette particulière des Indiens Mayas autour du lac Atitlan. Peut-être certains d'entre vous connaissent-ils le lac Atitlan au Guatemala, qui est le plus beau lac du monde d'après l'explorateur Humboldt. Et c'est effectivement vrai, il y a 3 magnifiques volcans tout autour. Et je ne connaissais pas encore personnellement Nathaniel Tarn, mais j'ai bien connu le village où il a officié en tant qu'ethnologue et où il avait récupéré la statue de la divinité locale, qu'on appelle le MAM, le maximum, pour la rendre aux Mayas. Il l'avait récupérée au musée de l'Homme, d'où aussi quelques tiraillements entre professionnels à l'époque. Voilà. Bien. Et vous trouverez ce volume à l'Harmattan, si vous le cherchez. Ça s'appelle « Le scandale de la maison des oiseaux ». C'est au retour d'un voyage à l'étranger. Gloucester, Massachusetts, après un voyage à l'étranger, brume de Labor Day, le jour du travail. Aimable souffle d'un été de plus en train de mourir, la mer, grosse de houle en contrepoint quand nous nagions, et cette odeur de vieux mobilier qui montait de l'eau dans la poussière du soleil. Comme si tous les bois qui s'étaient engloutis dans la mer faisaient surface pour dire adieu à l'été. Les bateaux allaient et venaient au-dessus des noyers, et la grande fête du travail cramoisie des carcasses de homards, orteils blessés et bandanas des filles, tout autour du rose des tétons et les chemises rouges décontractées. Oh, le drapeau d'amour sur l'Amérique damnée. Nous sommes descendus vers la mer, tous les poètes ensemble, et nous nous en sommes remis aux eaux en diverses postures d'abandon. Je me suis dit que je n'étais jamais mort dans l'eau, et en l'espace de 5 minutes, après m'être livré totalement à la vague, j'avais fait bien 10 choses jamais faites auparavant dans ma vie, comme de lancer mon corps tel un javelot dans les vagues, m'étendre à la façon d'une bannière sur la houle, faire un saut périlleux dans le vide, tenir les cuisses du sable dans mes mains, et toute peur avait fui. Nous avions passé le jour entier à chercher les plongeons c'est les oiseaux, et les herbes. Le vieux Dogtown, c'est la colline au-dessus de Gloucester, où vivaient les veuves de marins au XVIIIe siècle. Le vieux Dogtown s'était levé du sol pour nous, et le balcon de Charles Olson et ses volquets remplis de dattes avaient jeté un défi à la politique des monuments nationaux. Pourquoi dit-il ça? Parce que l'appartement de Charles Olson se trouve juste à l'entrée du port. C'était une maison de location, mais Olson avait rempli absolument sa maison de citations, d'expressions. Les murs étaient couverts de l'écriture de Charles Olson. Et le balcon de Charles Olson et ses volets remplis de dattes avait jeté un défi à la politique des monuments nationaux. Côte du blanc bâtiment, au milieu des bandes rouges, les étoiles de mon Union Jack peuplant cette nuit. Et elle, avec netteté vue, n'avait nul besoin d'être touchée. Elle, avec netteté vue, devenait un millier de visages l'un après l'autre. Avec netteté vue, il n'y avait nul visage que pût prendre le monde qui ne fût son visage, et une aura d'or rouge, avec des senteurs bon marché dispersées autour de sa chevelure. Oh, les mains qui s'étendaient, les corps qui s'élançaient à sa rencontre sur notre foi, jour de fête du travail à Gloucester, Massachusetts, les copulations qui se hâtaient à sa rencontre sur la flèche du regard, n'attirant aucune chair hors de son fourreau. L'Amérique dont il rêvait n'a jamais existé, cause des causes perdues, mais il l'a rêvé avec la gorge du désir, la soif passionnée d'un vagabond, sueur sur ses moustaches. Et celle dans les mains de qui ma vie repose porte ses yeux en les plissant sur la ville. Elle porte son corps comme une bannière dont, dit-elle, elle ne pouvait servir de publicité pour les navires ni la terre, et elle siffle au milieu des baraquements. Et aujourd'hui, dit-il, lui, aujourd'hui, larmes de sang sortent du sol devant ce qu'il est advenu de cette république destinée à être la risée du monde, si tant est que ce régime
a tué Allende, par exemple, a tué Neruda. Si tant est que l'Espagne se répète, là, soumise à ce régime, alors les instruments de ce monde de glace, la pendaison dans les pales du vieux moulin qu'imaginait le grand dispensateur, ne sera que jeu d'enfant par rapport à ce qui attend notre piètre empereur avec ses plumes poisseuses. En français, encore une fois le refrain. Hirondelle en vol, maquereau sur le ciel, maquereau dans l'eau, hirondelle sur la mer, suture d'argent sur argent dans l'eau du cœur. Et moi, heureux d'être chez moi. J'ai fait provision d'un monde de mots pour les dieux immortels de cette république, afin que chantent ensemble à l'unisson les 50 étoiles. Nos humeurs d'amour seront mesure et mouvement pour nous toutes nos vies. Bois né de la mer, arbre s'élançant sur les premiers rivages, hutte d'Adam, son sceptre, et moi heureux d'être chez moi. Merci Oxomery et merci pour cet hommage à Nathaniel Tarn qui permettait aussi de revoir de belles images de Michel Deguy. Guillaume Métayer, Jacques Reda. J'ai choisi un extrait des Ruines de Paris, paru en 1977. Ce qui me plaît dans la rue des Pyrénées, c'est d'abord qu'elle monte et qu'elle tourne, de tronçon en tronçon qui paraissent rectilignes d'après les plans, mais qui finissent par dessiner un immense arc de cercle, de la porte de Vincennes à Belleville, par Ménilmontant. Au palier de la place Gambetta, on présume qu'elle s'arrête, mais sans aucune trace de fatigue. Ensuite, elle repart, au contraire même plus fraîche, balancée dans les acacias. Et en second lieu, ce sont ces arbres frémissants qui m'attirent. Des platanes ou des marronniers iraient ici moins bien. Mieux fait pour établir la paix d'une esplanade, l'équilibre d'un square de guingois, alors que ce long frisson se diffuse dans l'altitude qui vibre, et dans le ciel à ruisseler parmi les branches sur le trottoir. Un square d'ailleurs existe secret, en surplomb de la rue, accessible par des marches qu'enveloppent les buissons du talus, fermé à l'opposé par l'angle sud-est du Père-Lachaise, et si bien garanti de toutes parts, ainsi dans la hauteur, sa configuration me suggère un sens initiatique, de toute évidence non voulu, mais tangible, à plus forte raison vers midi quand c'est vide. Si j'accepte un petit camion jaune oublié sur mon banc par un gamin. Donc, ces haltes occasionnelles dans de tels lieux m'initient. Je ne saurais nettement dire à quoi. Car ni je ne succombe à de l'extase, bien sûr, ni je ne médite, je plane dans une sorte de stupeur. Et vient l'instant où même mon œil encore lucide déserte, n'étant plus attaché par rien dans ce corps tout en brouillard, mais ouvert du côté de l'espace plus dense qui l'assimile, qui va me révéler, du dehors, quel rang j'occupe dans son savoir. Je sens en effet qu'on m'observe avec trop d'insistance. Il est temps de partir. Non sans avoir remis en place le petit camion jaune, que je manipulais distraitement, et dont le propriétaire revenu, pendant que j'étudiais ma syncope, se demandait comment faire pour le reprendre à ce grand Maboul. Eh bien, voici, merci beaucoup Guillaume Métayer. Donc voici venu le moment d'évoquer, de revenir et d'évoquer la figure de Claude Lefort. Et donc nous allons entendre d'abord Claude Mouchard. Avec Lefort. La parole de Lefort nous est comme jamais présente et nécessaire. Elle le sera dans les temps qui, en Europe, en France, commencent à se déployer, lourds de sinistres menaces.
avec des propos, y compris dans les sphères du pouvoir, radicalement incompatibles avec tout ce qui compte pour nous ici, dans Poésie, dans la moindre de nos tentatives. L'œuvre, entre guillemets, l'œuvre de et d'abord pour Lefort. L'écriture de l'œuvre, notion présente dès le titre, assez net abrupt, de son ouvrage majeur, Le travail de l'œuvre Machiavel. L'écriture de l'œuvre, longuement méditée, possibilisait son éloquence irréductible, ses amples et soudain farouches prises de parole. Les travaux de Lefort, élaborés dans le retrait, avec la patience la plus scrupuleuse, la plus sourcilleuse auto-interrogation, se seront noués à des interventions publiques telles que les suscitèrent des urgences collectives. Alors, la pensée silencieuse savait se faire soudain éloquence polémique, puissance de l'argumentation au plus que présent dans l'espace-temps d'intransigeante confrontation. Impossible bien sûr de rappeler en quelques mots le parcours si riche de sens historique, politique, philosophique qui fut celui de Lefort. À le suivre depuis la Deuxième Guerre mondiale, on verrait sa pensée et sa parole se confronter, avec en particulier sa lecture de Solzhenitsyn, à certains des enjeux sociopolitiques les plus démesurés du XXe siècle. Passé présent, tel fut le titre, encore une incendette annonçant elle aussi un travail, mais se voulant cette fois collectif, tel fut donc le titre d'une revue qu'il fonda avec une équipe singulière. À la courte vie de cette revue succéda chez Belin, non loin de Poésie donc, la fondation d'une collection aux nombreux et considérables titres, intitulée de la collection « Littérature et politique ». Passé, présent, on pourrait réentendre indéfiniment ce couple de mots, du passé qui ne passe pas, comme on a pu le dire des plus monstrueux événements du XXe siècle, ceux dont on croit sentir revenir aujourd'hui en Europe, en France, de sinistres effluves, mais aussi du passé généreux qui donne, qui du moins peut le faire, par la force du travail de l'heure. Lefort nous redonne du passé libre de s'ouvrir dans le présent à jamais actif du travail de l'œuvre. Sur une colonne absente, entre guillemets, sur une colonne absente, c'est de cette citation de Michaud, reprise et complétée en épigraphe du volume « Je me suis bâti sur une colonne absente », que Lefort fit le titre en 1978 d'un volume où se trouvaient recueillis ses écrits autour de Merleau-Ponty. Surprenante mais soudain, si libre en toute évidence, la parenté entre la puissance oratoire de la prose de Lefort et le retrait farouche des phrases de Michaud. Cependant, voici un autre poète que Lefort cite amplement à la fin d'un des essais composant ce volume. C'est Rilke, la 8e élégie de Duino, dans la traduction de Jean-François Angelot, s'ouvre par des vers qui disent, certes, la plus libre avancée, mais aussi presque immédiatement, voire indissociablement, des pièges. Je cite la citation que fait Lefort de Rilke. De tous ses yeux, la créature voit l'ouvert. Nos yeux seuls sont comme inversés et tout à fait placés hors d'elle, ainsi que des pièges disposés en cercle autour de sa libre issue. C'est fini. Alors maintenant, nous allons entendre Gilles Bataillon. Gilles Bataillon qui, dans le dossier consacré à Claude Lefort du numéro 190, non seulement signe un texte important qui s'appelle Les inédits de Claude Lefort, mais aussi nous a donné deux inédits, la lettre de Paris, une conférence de 1979, et un texte dont j'avais extrait
quelques phrases pour présenter ces entretiens qui s'intitulent, ou qu'on a intitulé parce que le titre était incertain. En tout cas, le titre convient bien à ce dont il est question dans le texte. Menace sur la démocratie. Gilles, c'est à toi. Merci. Je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit dans l'article, vous le lirez et vous lirez avec profit, j'espère, les 2 textes qui ont été publiés. Je voudrais plutôt vous présenter des réflexions qui sont venues à la lecture des inédits de Lefort que j'ai, à sa demande, récupérés, classés et commencé à lire pour les publier. Une chose me frappe très vivement à entendre toute une série de commentaires qui sont faits de lui, qui sont faits un petit peu trop dans le modèle des disciplines académiques. Lefort est la philosophie, Lefort est tel philosophe, Lefort est tel poète, Lefort est tel homme de lettres. Ça me paraît nécessaire, mais ça me paraît peut-être un peu des impasses. Je m'explique. Si je reprends toute l'œuvre de Lefort et que j'ai commencé à lire comme jeune militant politique du PSU au milieu des années 70, ce qui m'intéressait chez lui, c'était la politique et la façon dont il commentait la politique. Et il me semble qu'il y a un lien qui n'est pas assez souligné. Ce n'est pas « il délaisse l'œuvre pour pousser un cri », mais il est en permanence dans un va-et-vient entre l'observation et l'analyse de la vie politique qui passe aussi bien par la lecture des journaux que l'écoute de programmes à la télévision ou à la radio, de livres d'anthropologie, d'histoire, de politique ou de philosophie politique, et qu'il roule entre ces 2 montagnes. Et il me semble qu'on insiste toujours aussi, et ça je découvre rien, je lis la table des matières que j'ai constituée de la centaine de textes qu'il a délaissés, oubliés quand il a refait des volumes d'essais, et pour moi les oublis les plus surprenants sont ceux du temps présent. C'est-à-dire qu'il y a des textes que j'ai trouvés dans ses archives qui auraient pu figurer dans le temps présent, et il y a de quoi faire un temps présent 2 qui serait un parallèle du premier volume, et un parallèle, pas une suite, car il y a des textes qui s'intercaleraient. Qu'est-ce qui est très frappant ? C'est que Lefort s'intéresse en permanence à l'actualité politique. Alors on dit, bien sûr, il a commenté l'actualité française, bien sûr, il a commenté l'histoire de l'URSS. Non, beaucoup plus que ça. Il s'intéresse de très près aux pays coloniaux. Son premier article dans les temps modernes, c'est sur les pays coloniaux. Ensuite, il va le suivre pas à pas ce qui se passe en Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, il a un petit texte assez cinglant sur le manifeste des 121. Dans le cercle Saint-Just, il a un petit débat serré avec un monsieur devenu plus célèbre, beaucoup plus célèbre que lui ensuite, qui est Pierre Bourdieu, sur les relations entre le mode de production et l'idéologie. Il se passonne ensuite pour faire à tabasse dans un article qui paraît dans l'Encyclopédia Universalis, c'est probablement un article qu'il a aussi écrit pour des motifs mercenaires, et il va ensuite suivre pas à pas ce qui se passe en Algérie, la question du fils, la question de l'islamisme, et un des textes publiés dans Poésie revient sur cette question du coup d'État des militaires quand ils s'apprêtaient à lâcher le pouvoir au fils. Donc, en relisant des textes pour un colloque où je voulais parler un peu au dernier moment parce que des gens que j'avais invités sont tombés malades et m'ont fait faux bond, ce que je regrette profondément, et j'ai relu un texte qui est très rarement cité de Lefort et qui me paraît essentiel, qui s'appelle « De la politique à la pensée du politique ». Et voici ce qu'il dit en citant un auteur qu'il ne porte pas dans son cœur et qu'il discute. Ainsi pourrait-on dire de l'action politique et de la pensée politique ce que dit Heidegger, citant Hölderlin, de la philosophie et de la poésie, qu'entre elles règne une parenté profonde, bien qu'elle demeure sur les monts les plus séparés. Là, je reprends Lefort,
à distance et sans qu'il soit permis de jeter un pont qui assurerait entre l'une et l'autre une communication visible, elles s'inscrivent dans une même histoire. Il me semble que si on est scrupuleux à lire l'œuvre de Lefort, qu'on la suit dans ses méandres, comme il l'appelle dans son Machiavel, dans les premières pages du Machiavel, en disant il faut accepter Machiavel dans ses indéterminations et dans ce qui nous surprend et nous choque. Si on prend l'œuvre de Lefort, les 12 volumes publiés, dans lesquels il y a 3, entre guillemets, vrais livres, si on voit que dans ces livres, il y a des entretiens qu'il a considérés comme des propos importants, qu'on regarde des entretiens qu'il a encore oubliés, on se demande pourquoi, en particulier un facile à trouver, c'est ma compagne qui me l'a trouvé, moi je ne l'avais pas vu, qui est un entretien avec Spire de 92. Il a ce va-et-vient constant entre la politique, la pensée du politique et ce qu'il construit comme le politique avec un grand P. Comment s'adresse-t-il aux gens et quel est son point de vue ? Il est quelqu'un qui ne se pense pas comme un intellectuel engagé au service d'une grande cause. Et il est quelqu'un qui se refuse à parler le point de vue de l'universel ou être un représentant de qui que soit d'autre que lui-même. Et il y a un petit texte, là encore laissé de côté, qui est paru dans un volume que vous trouvez sur les sites d'occasion, vous ne le trouvez plus en librairie, Solidarité, résiste et signe, colloque polonais, et dedans, Lefort fait un commentaire d'une intervention de Smolar sur la situation de Solidarnosc et des intellectuels du corps. Et il fait plusieurs remarques, et on dit, finalement, Lefort, quand il parle des intellectuels du corps, il parle de lui-même. Et il dit, ils se sont défaits du malaise de la compassion. Et il reprend l'expression très forte de Arendt sur le sujet. Deuxièmement, il parle avec lucidité à un mouvement social et en ne se disant jamais « nous devons coller au mouvement social » et l'idée de désespérer Billancourt ou Gdansk ne l'affleure absolument pas et il dit « il faut savoir aller contre des gens que l'on soutient et parler sans jamais aucune concession le langage de ce qu'on pense être la vérité. » Et il dit aussi, ça c'est des choses qu'on voit dans les textes sur 68, dans l'hommage à Aron, sur ce texte, là encore, qui me semble très frappant, Machiavel et les jeunes, où il dit Machiavel appelle les jeunes à se défaire de l'image de la bonne cité perdue qui serait la Rome républicaine et à perdre cette idée d'un paradis perdu ou accessible et d'être à la fois très audacieux et très réaliste. Et c'est, c'est les choses qu'il repose dans ce texte sur les intellectuels du corps. Et il me semble que être une certaine façon, parce qu'il n'y en a pas qu'une, d'être fidèle à son inspiration, c'est d'accepter ce va-et-vient, ce travail interminable de la pensée et cet intérêt aigu pour l'actualité politique. Je l'ai beaucoup vu au soir de sa vie et je l'ai encore vu, disons, entrer en pensée et commenter 72 heures avant qu'il meure les élections au Brésil et c'était le moment de la réélection de Dilma Rousseff, si je ne me trompe pas. Donc, il y a cette idée extrêmement importante pour lui de ce va-et-vient qui ne me paraît peut-être pas toujours assez souligné. Et il est et disons, un dernier parallèle que je veux filer en 2 minutes, après tout, et on fait la même erreur sur Lefort que l'on fait sur Machiavel. On voit Machiavel comme quelqu'un qui est le lecteur des historiens romains et qui médite sur Rome. Il ne médite pas que sur Rome. Dans les Discorsi, il s'adresse aux jeunes Florentins et il a en tête l'idée du passé récent de Florence. Et il a été secrétaire aux offices de nombreuses années.
Le Fort est exactement dans la même situation, sauf que dès 21 ans, il écrit à la fois sur la politique et la philosophie. Et si on veut, me semble-t-il, le comprendre et pas faire des fiches de lecture sur lui, c'est commode pour passer le bac ou les examens universitaires, mais ça n'a pas un immense intérêt. Il faut accepter cette sinuosité et ce va-et-vient entre le temps le plus présent et des œuvres de pensée. Voilà ce qui m'est venu à l'idée en le lisant. Merci, Eugène. Oui, cette opposition, elle recoupe en grande partie une distinction que Le Fort emprunte à Alain dans la préface des Formes de l'Histoire, qui est un texte extraordinaire, qui a un sous-titre « Essai d'anthropologie politique ». Et il dit, en fait, il y a deux manières de penser la politique. Il y a une politique de l'entendement, qui est au fil des événements, et qui semble la plus raisonnable, la plus modeste, et une politique de la raison, qui semble la plus ambitieuse et aussi la plus dangereuse. Et dit, pour ma part, j'ai jamais pu comprendre comment on ne pouvait pas marier les deux. Donc c'est exactement en ligne avec ce que tu viens de dire. Dans le volume 190, on trouve un texte de Laurent Génie, qui clôt d'ailleurs le dossier Claude Lefort, qui s'intitule « Corps, démocratie et colonne absente ». Et tu as voulu revenir sur le rapport de Lefort à la littérature. Oui, d'un point de vue un tout petit peu différent. Je voudrais surtout revenir sur la question de la place de Lefort dans la revue Poésie. Pourquoi ? Parce qu'après tout, on pourrait penser que c'est un penseur politique, bien sûr, dont les opinions sont en affinité. Bienvenue avec les membres de cette revue. Mais ça n'aurait qu'un intérêt anecdotique si ça se limitait à ça. Et donc je voudrais revenir sur deux termes qui sont importants dans le travail de Lefort et essayer de les élucider un peu plus. Ces deux termes, c'est la notion d'œuvre et c'est celle d'écriture. Parce que c'est là que se tient, je crois, le rapport que Lefort entretient avec nous en tant qu'écrivain ou intéressé en tout cas à l'écriture. Donc si Lefort a sa place dans Poésie, c'est qu'il a mis au jour le fait qu'un véritable penseur politique n'est pas seulement un transmetteur de doctrine ou d'opinion, mais c'est un écrivain qui cherche la vérité de sa pensée dans l'écriture et qui s'affronte à la difficulté d'une œuvre. Alors une œuvre, qu'est-ce que ça signifie ? Une œuvre, ça signifie une construction de sens qui sans doute essaye de se tenir par elle-même, mais d'où, pour une part, l'auteur est exclu, parce que, et il le dit lui-même, l'œuvre est agie par un pouvoir d'engendrement qui échappe largement aussi à son auteur. C'est le sens de la préface, d'ailleurs, sur une colonne absente qui tourne autour de cette question. Cette leçon, évidemment, Lefort l'a héritée de Merleau-Ponty, et il le dit d'ailleurs explicitement dans la préface de Sur une colonne absente, très largement consacrée, même essentiellement consacrée à Merleau-Ponty. Je cite ce qu'il cite de Merleau. Lefort donc adopte le projet d'une philosophie, et là c'est Merleau-Ponty qui parle, une philosophie qui se donne pour tâche non pas d'expliquer le monde ou d'en découvrir les conditions de possibilité, mais de formuler une expérience du monde, un contact avec le monde qui précède toute pensée sur le monde. Et Lefort enchaînait par ce terme, c'est à l'épreuve de l'œuvre, d'un langage en quête de sa propre réflexion et de sa propre institution, que l'interrogation s'empare du philosophe comme du poète ou du peintre pour le remettre avec eux devant l'étrangeté de ses pouvoirs, en retour d'une double dépossession des choses et de soi. Le deuxième terme sur lequel je voudrais me pencher, c'est le terme écriture. Et
c'est des réflexions qui me sont venues en relisant certaines pages de Lefort dans son recueil « Écrire à l'épreuve du politique ». C'est un recueil qui paraît en 1992, donc ça fait presque une quinzaine d'années après Sur une colonne absente, mais on y retrouve la réaffirmation du lien entre œuvre de pensée et littérature. Cette réaffirmation, elle est manifeste dans ce titre, qui implique que l'essai porte tout autant sur l'écriture elle-même que sur la pensée politique des auteurs qui l'étudient. Et il me semble d'ailleurs que ce titre serait aisément réversible, le politique à l'épreuve de l'écriture. Parce qu'en effet, le politique ne sort pas tout à fait indemne de sa confrontation à l'écriture qui le formule. Ce qui s'y dissipe, c'est le fantasme d'une pensée pure. Comme dans Sur une colonne absente, Lefort réserve à sa préface ses réflexions les plus explicites sur l'écriture. Et il justifie la réunion de ses essais sur des auteurs aussi différents, Corwell, Rushdie ou Tocqueville, par un même souci qu'il explicite. J'ai suivi la même pente et me suis retrouvé par une voie ou par une autre aux prises avec la même tâche, scruter un certain mode d'écriture et comprendre comment il s'accorde avec un certain mode de connaissance, guidé par le souci de déchiffrer le politique ou certains aspects du politique. Mais qu'entend exactement Lefort par écriture? Et quelle fonction est-ce qu'il lui assigne dans l'essai politique? Il me semble que dans sa préface, on peut en distinguer trois. La première vise le lecteur, et sans que l'auteur en ait nécessairement une conscience délibérée, elle engage le lecteur dans une démarche que je ne qualifierais pas de communicative, mais plutôt de participative. Je cite ici Lefort. « L'expérience de la lecture enseigne que les idées ne se détachent pas du langage et que c'est toujours par un processus d'incorporation de l'écriture de l'autre que nous gagnons le pouvoir de penser ce que lui-même cherche à penser. » Autrement dit, lire, ce n'est pas seulement comprendre ce qui est dit, c'est penser avec celui qui le dit, y compris dans l'inachèvement de son dire. S'il y a une herméneutique possible de l'écriture, c'est précisément parce qu'un lecteur peut suivre l'impulsion d'un dire au-delà même de ce que ce dire croit pouvoir établir. C'est aussi parce que le lecteur, animé par la démarche de l'écrivain et se l'appropriant, devient à même d'en saisir les butées, les bifurcations ou les impasses provisoires. La seconde fonction de l'écriture, selon Lefort, est plutôt d'ordre stratégique, au meilleur sens du terme. Écrire, c'est aussi se situer historiquement dans l'ordre des discours. C'est jauger à un certain moment de l'histoire ce qui relève de l'inaudible, du trop facilement admis, de l'idéologiquement récupérable, et s'efforcer de s'en déprendre. Je cite encore Lefort. Écrire, c'est donc l'épreuve d'un risque. Et celle-ci, l'épreuve, lui donne la ressource d'une parole singulière, mobilisée par l'exigence de déjouer les pièges de la croyance ou de se soustraire aux prises de l'idéologie, de se porter toujours au-delà du lieu où on l'attend, par des mouvements contraires qui déçoivent tour à tour diverses fractions de son public. Nul doute, c'est au vrai qu'il tend, mais il lui faut se frayer par un chemin sinueux, un passage dans le monde agité. Je note que le mot « passage » est en italique ici chez Lefort, que c'est également le titre d'un recueil d'Henri Michaud, et que toute cette dernière phrase, il lui faut se frayer par un chemin sinueux, un passage dans un monde agité, toute cette phrase pourrait facilement être attribuée à Michaud lui-même. Enfin, il me semble que la troisième et dernière fonction de l'écriture pour Lefort est plutôt d'ordre réflexif. La sinuosité de l'écriture du philosophe le renvoie aux limites de sa propre pensée et au contact de l'énigme singulière que lui pose le présent. Je cite Lefort.
cette écriture, pour une part si gouvernée et pour une autre part ingouvernable. Celui qui a accepté d'évoluer dans la caverne et de l'explorer patiemment, celui-là même qui s'est imaginé y redescendre après avoir entrevu les choses à la lumière du soleil, n'a fait que gagner le pouvoir d'avancer dans l'obscurité. Selon moi, dans les diverses études qui composent écrire à l'épreuve du politique, ce n'est pas la plus littéraire au sens conventionnel qui illustre mieux la pensée de l'écriture de Lefort. C'est celle qui a pour objet de la démocratie en Amérique et s'intitule Tocqueville, démocratie et art d'écrire. Et je n'y vois pas un hasard. C'est qu'entre écriture et démocratie, il existe des affinités profondes et ce qu'on pourrait appeler une nécessité réciproque qui tient à ce qu'elles partagent d'indétermination créative. On le constate aisément d'ailleurs, puisque la littérature se trouve en danger partout où vacille la démocratie, sous les coups du dogmatisme et de l'idéologie. Rien d'étonnant donc si l'un des premiers penseurs de la démocratie, Tocqueville, éprouve à penser son objet toutes les difficultés de l'écriture, difficultés que Lefort suit pas à pas. Ce n'est pas le lieu d'en faire ici l'analyse. Je remarquerai seulement, pour finir, que Lefort observe chez Tocqueville une sorte de contamination réciproque entre les tensions internes de la démocratie et les revirements, les sinuosités de son écriture, voire ses renversements, qui dérobent au lecteur des vérités qu'il croyait fortement établies l'instant d'avant. Avancer dans l'obscurité, mais avancer tout de même, comme Orion aveugle, telle est bien notre condition commune. Eh bien, pendant que j'appelle notre dernière invitée, Darrell Wilkins, je demande à Camille si elle veut bien lire un poème de Jacques Rédard. Donc c'est un poème qui est extrait aussi des Ruines de Paris. En fait, c'est le dernier. Et pour finir, ce compartiment de couchette d'un wagon vide où je m'installe à Saint-Pierre-des-Corps. Il est 2 heures de nuit, mais je ne peux pas dormir. Une dernière fois, j'ai comme un transport au cerveau de vitesse et de solitude, roulant depuis 5 jours. Alors, réemboîté, j'éclate parce que le monde est vaste, parce que le monde est beau. Des monts de la Sarthe, vaporisés dans l'unisson des anges, à ces fourrés remplis d'ordures et d'eau plus violentes que l'absinthe dans les excavations. La chaleur me ressaisit et la glace du soir subite dans les vallons quand plus rien n'aurait pu me dévier de ma trajectoire. Et je revois le bord d'une petite route de l'Orne avec son tank à l'air intact, les 3 noms de l'équipage oubliés sur une plaque de cuivre, mais je leur ai planté dans le canon une salve de coquelicots. De même, oublié le nom du bourg où j'achète un autre chapeau de paille. Bonjour madame. Ah, quel beau temps. Il est midi et je n'ai ni faim ni soif, mais un amour qui croît à mesure que je le rassasie. Les rues de ce trou perdu, comme durent être Argos et Thèbes, se tiennent coites sous le feu du dieu, rapetissant dans les arrière-cours les cœurs des chiens, de la volaille. Et le mien, maintenant, se confond au roulement de la ferraille, au sable et diamant de la Loire qui dort, nue, par-dessous. Voilà, et notre dernier invité de ce si riche programme est le poète américain Darrell Wilkins, qui, dans le numéro 190, évoque dans une prose magnifique un souvenir qui est la mise en scène et la mise en musique de La Rose des Langues de Paris, de Michel de Guy, à New York. Et peut-être que tu veux nous en dire un mot ?
Oui, peut-être. Bonjour à tous. Oui, Martin m'a gentiment, on m'entend maintenant, gentiment prié de contribuer au numéro 190 de Poésie avec une pièce dans laquelle j'évoque mes souvenirs de Michel Digui, que j'ai croisé une première fois en 1990 à New York, puis à quelques reprises avant sa mort en 2022. Étant donné néanmoins que notre soirée est vouée au souvenir de Claude Lefort, nous allons vous lire aujourd'hui, moi je vais lire en anglais, un court poème tiré de ma critique de la démocratie, le lexique de l'anarchie et autres poèmes d'après John Cage, suivant sa manière d'opérer. Martin lira en même temps une traduction française. Si nos voix se chevauchent, parfois c'est comme processus aléatoire préalable à la lecture nous a dicté le rythme de la succession des vers. Mais c'est un très court poème. La violence et le désir qui volatilise en haine is desire. Charge un obus, puis volatilizing as hatred. Rencontrant une résistance, filling a shell, and then, when it encounters resistance, prend possession de son objet, possessing its object, avec une explosion. Through an explosion. Il est 17h58. Pour conclure ces lectures de Jacques Réda, qui ont constitué d'une certaine manière la trame de notre après-midi, je voudrais vous lire un poème qui est un peu singulier dans la manière de Réda, que vous trouvez dans son premier livre qui s'appelle Langue étrangère et dont le titre est Tristesse d'Homère. Cet homme ici, devant la mer qu'il ne voit plus, un jour, le direz-vous heureux, comme celui du temps des dieux qui va s'effacer dans ma nuit. À l'aube dont je sens contre mes paupières vibrer la gloire, je descends vers ce miroitement obscur, la ruelle autrefois rose. Emportant le jour éteint dans les yeux de Patrocle, et mon ombre en travers de la plaine étroite où le vent traîne le corps ensanglanté d'Hector dans la poussière. À présent, songe, laissez-moi devenir tout entier cette ombre sur le vain éclat de nos débris d'amphore, et parmi ce fracas de boucliers sur les galets, rendre ma voix à l'iambe d'écume, aux cris d'oiseaux, qui déchirent la belle hécatombe de mots que fut Homère. À l'étrave d'un vaisseau noir abandonné, mon front s'appuie, et du sable au ciel noir, mes doigts dessinent un signe pour toucher encore ta joue adorable, soleil, mélancolie des morts. Pour la présentation de ce numéro 190 et aussi le rattrapage qu'imposait l'absence de certaines et certains à la présentation du 189, suivez mon regard, vous avez entendu François Cornillat, Claire Buchbinder lire des poèmes d'Aaron Glanz-Leyeles, Camille Bloomfield s'entretenir avec Samuel Deshaies et Guillaume Marie, Oxoméry présentant et lisant des poèmes de Tarn, puis
Gilles Bataillon, Claude Mouchard et Laurent Génie, rappeler l'importance de la figure de Lefort pour nous aujourd'hui, et Darrell Wilkins, lire un bref extrait d'un grand poème consacré à l'anarchie et à la démocratie. Vous avez aussi entendu lire des poèmes de Jacques Réda, Claire Polian, Jean-Patrice Courtois, Édith Cadour, Guillaume Métayer et Camille Bloomfield. Je vous remercie toutes et tous. Je remercie le public. Vraiment, c'est formidable de vous voir tous et tous ici. On vous donne rendez-vous à la rentrée, sans doute en fin janvier ou début février. Et on remercie beaucoup Alain à la technique. Merci à toutes et à tous. Les revues sont en vente en face, donc à la librairie EXC, et on peut aussi acheter des livres de Tarn dans la traduction d'Oxoméry. Je voulais aussi mentionner, pendant que vous vous levez, que vient de paraître un livre de Claude Mouchard, important, paru chez Circé, qui s'appelle « Parole lueur en Corée ». À bientôt.